L'affaire Epstein va-t-elle faire tomber le gouvernement britannique? Au Royaume-Uni, le 8 février, Morgan McSweeney, chef du cabinet du Premier ministre travailliste Keir Starmer, a démissionné après avoir reconnu avoir conseillé Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, malgré ses liens connus avec Jeffrey Epstein. Keir Starmer a exprimé ses regrets et présenté ses excuses aux victimes, tandis que certains, jusqu'à dans son propre camp, réclament son départ. Nous revenons sur cette crise politique avec Christophe Deroubé, grand reporter à l'Humanité. Christophe, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous refaire le déroulé de ce qu'il s'est passé au Royaume-Uni depuis la libération des nouveaux documents Epstein? Oui, alors ça fait plusieurs mois. En fait, c'est pas seulement la dernière livraison il y a quelques jours qui a provoqué un début de crise. On a appris dès le mois de septembre que Peter Mandelson, donc qui est un ancien ministre travailliste et qui avait été nommé par Keir Starmer comme ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis, qui est le poste le plus prestigieux de la diplomatie britannique, avait continué d'entretenir des relations avec Jeffrey Epstein, le pédocriminel, non seulement bien après sa condamnation, de 2008, mais même jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière arrestation et jusqu'à sa mort par suicide présumé en prison. Donc on a appris que Peter Mandelson, qui est une figure centrale du Parti travailliste des années Blair, la deuxième période des années Blair, quand Gordon Brown était Premier ministre, partageait des informations quasiment au jour le jour avec Jeffrey Epstein. Donc on n'est pas simplement dans une relation épistolaire plus ou moins lointaine, comme certains s'en défendent, mais une relation de très grande proximité. Et donc, tu as cité la démission du chef de cabinet de Keir Starmer, Morgan Exactement. McSweeney. On peut dire que c'est un fusible. Il y a une double démission d'ailleurs, hein. Il y a la démission de Tim Allen, qui était le directeur de la communication. Évidemment, les deux disent que c'est leur responsabilité parce qu'ils ont recommandé cette nomination de Peter Mandelson Euh, Ki- à Washington. Keir Starmer, justement, est-ce qu'il peut être tenu responsable de cette nomination, même s'il prétend ne rien savoir de ses liens avec le pédocriminel? Bah, il est de fait responsable puisque c'est lui le Premier ministre, c'est lui qui nomme. Certains le conseillent, mais lui exécute et décide. Enfin, il n'exécute pas, il décide, pardon. Donc il est de fait responsable. Est-ce que Keir Starmer était au courant de la relation très proche, voire d'amitié entre Peter Mandelson et Jeffrey Epstein? Personne n'a les informations pour l'affirmer ou l'infirmer. En tout cas, lui, Keir Starmer, dit qu'il ne les avait pas. C'est une façon aussi de se protéger et d'empêcher d'aller plus loin dans la crise politique dans laquelle il est déjà englué avant même l'affaire Epstein. Quelles peuvent être les conséquences pour le gouvernement? Alors, les conséquences, on va les mesurer assez rapidement. Il y a une élection partielle dans une circonscription du nord du pays, qui est le bastion du Parti travailliste, le 26 février. Le Parti travailliste est donné au coude à coude avec Reform UK, qui est le parti d'extrême droite dirigé par Nigel Farage. Et donc, on va voir à quel point l'électorat travailliste se détache ou sanctionne le député travailliste, sachant que ça intervient dans un contexte où le Premier ministre Keir Starmer est déjà très impopulaire. C'est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Grande-Bretagne après 18 mois d'office, de mission. Sachant qu'il a déjà été élu aussi Parce qu'on a parlé en 2024, lors de son élection, d'un raz-de-marée pour les travaillistes. C'était vrai en termes de sièges, avec 400 sièges. Mais en fait, ça tenait plus au mode de scrutin qui est particulier aux États-Unis. En Grande-Bretagne, c'est-à-dire c'est un scrutin uninominal à un tour. Le premier arrivé, pas de second tour, le premier arrivé en tête l'emporte. Donc s'il y a de la division derrière, on peut être majoritaire tout en ayant 30% des voix. Ce qui est arrivé à Keir Starmer, hein, d'ailleurs, qui a réuni moins de voix en 2024 que Jeremy Corbyn en 2019 et 2017. Donc il n'y a pas eu de mandat, c'est une sanction des conservateurs, mais il n'y a pas d'adhésion au parti travailliste. Et puis il y a eu un premier décrochage après le vote d'un budget d'austérité en mars 2025, de mémoire. Et là, on va mesurer quel impact ça a sur l'électorat. Donc, c'est le 26 février, il faudra regarder de près ce qui se passe dans cette circonscription. La démission du gouvernement te semble-t-elle envisageable? Pour l'instant, Keir Starmer repousse cette éventualité. Hier, il y a eu une réunion avec les élus du Labour, donc du Parti travailliste à Westminster.
tous ont soutenu Keir Starmer, se sont levés, l'ont applaudi assez longuement. 37 ou 38 secondes ont mesuré les journalistes présents. Il y a une, S'il y a démission du gouvernement, il y a nomination d'un autre Premier ministre, mais ça résout rien au problème fondamental, et donc peut-être qu'on se dirigerait vers des élections anticipées. Les élus travaillistes n'ont aucun intérêt à des élections anticipées, parce qu'ils sont donnés largement perdants en cas d'élection anticipée. Donc tous les députés qui viendraient à demander la démission de Keir Starmer demanderaient d'une certaine façon aussi, à terme, leur défaite. Ceci dit, ça a l'air assez solide, mais il y a quand même des frictions et des brèches, puisque le responsable du Parti travailliste en Écosse s'appelle Anas Sarwar, a demandé la démission de Keir Starmer. Pour l'instant, jusqu'à l'élection du 26 février, à mon sens, il n'y aura pas d'évolution. Le 25 février, le roi a été interpellé dans un village sur la présence de son frère et de son ex-femme à plusieurs reprises dans les Epstein Files. Que peux-tu nous dire là-dessus? Oui, il y a deux crises en Grande-Bretagne. C'est un peu la particularité de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Il y a une crise à Westminster et il y a une crise à Buckingham Palace. Donc la crise à Westminster, on vient d'en parler avec Keir Starmer, qui est extrêmement fragilisé, même s'il reste en place. Et la crise à Buckingham Palace, on la connaît depuis beaucoup plus longtemps, celle-là. Les liens de l'ancien prince Andrew qui a été déchu de ses titres royaux, qui s'appelle maintenant Andrew Mountbatten Windsor, sont avérés depuis très 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 longtemps, raison pour laquelle d'ailleurs le roi Charles III a déchu son frère de tous ses titres royaux. Euh, de ce point de vue-là, bon, je pense qu'à l'humanité, on n'est pas trop des fans de la royauté, c'est une évidence, mais Charles III a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait la transparence, il a déchu son frère de ses titres, il a fait une déménager d'une très très grande propriété à une plus petite propriété de quelques centaines de mètres carrés. Et ceci dit, plus récemment, il a proposé, enfin plus récemment, c'était hier d'ailleurs, proposé à la police de collaborer si besoin pour l'enquête. Donc j'ai quand même j'ai l'impression, si je devais résumer, que la situation est moins compliquée pour Charles III qu'elle ne l'est que pour Keir Starmer. Merci. Christophe, je te remercie pour cet entretien.